Jean-Yves Le Drian, bonjour. Bonjour. Ministre des Affaires étrangères. Avant de parler de l'état du monde inquiétant, vous êtes inquiet. Je sais que vous êtes inquiet. Préoccupé. Préoccupé. Avant de parler de l'état du monde, je voudrais que nous revenions sur ce qui s'est passé le 30 décembre dernier, près de Djeddah, en Arabie Saoudite. 2 jours avant le départ du Dakar, le pilote Philippe Boutron est au volant du véhicule d'assistance. Il démarre 500 mètres plus loin. Explosion sous la voiture. La voiture prend feu. Philippe Boutron est grièvement blessé. Ses passagers sont indemnes. Une bombe aurait été placée sous le châssis. Attentat terroriste. Jean-Yves Le Drian ? Peut-être. Nous l'avons fait savoir très vite. Et nous avons dit et aux organisateurs et aux responsables saoudiens qu'il fallait être très transparent sur ce qui venait de se passer, parce qu'il y avait des hypothèses selon lesquelles ça pouvait être un acte terroriste. Il y a déjà eu des actes terroristes en Arabie Saoudite contre les intérêts français. Il était important à Djeddah notamment. Il était important de protéger nos concitoyens, d'avertir, de prévenir et de demander la plus grande transparence. Donc le parquet national antiterroriste a été saisi. Il s'est saisi lui-même d'ailleurs de cette affaire. Et nous sommes aujourd'hui devant cette situation. Il y a peut-être eu un attentat terroriste contre le Dakar. Contre le Dakar, l'organisation a mis un peu de temps à réagir. Nous avons réagi tout de suite en ce qui nous concerne. En ce qui concerne le Quai d'Orsay, mais nous avons alerté tout de suite et les organisateurs et les Saoudiens. Oui, les organisateurs et les Saoudiens ont mis un peu de temps, ont minimisé l'affaire au départ. Une enquête, est-ce que la France enquête ou laisse l'Arabie Saoudite? Le parquet national a ouvert cette enquête et il a les moyens de poursuivre. Des enquêteurs iront sur place. Les enquêteurs français iront sur place. Et il faut être vraiment très vigilant. Nous avons pensé que peut-être que ça valait le coup de renoncer à cette manifestation sportive. Les organisateurs ont décidé de maintenir, mais la prudence... Vous auriez préféré qu'on renonce? Dans ces cas-là, il faut être quand même très, très précautionneux. Très responsable. Le Dakar aurait dû s'arrêter. Au moins mettre en place des dispositifs de protection suffisants et renforcés. Je pense qu'ils l'ont fait, mais en tout cas, la question reste posée. Bien, Jean-Yves Le Drian, autre chose, dans la région toujours. Le Qatar finance en France une quinzaine de mosquées, d'écoles, d'associations, surveillées parce que trop proches des islamistes. Est-il vrai que la France a demandé au Qatar de cesser de les financer? C'était en novembre dernier. Est-ce que le Qatar a obtempéré? Je pense que le Qatar a pris en considération les observations que nous leur avons faites. Le président de la République s'est rendu au Qatar, l'a dit à l'émir. Et j'espère que ces indications ou ces précautions à prendre entraîneront des conséquences concrètes. Donc pour l'instant, le Qatar n'a pas réagi. Je pense qu'ils agissent. Il n'a pas pour l'instant réagi. Mais je pense qu'ils agissent. Vous espérez qu'ils vont agir? Non, je pense qu'ils agissent. Bon, très bien. Je ne suis pas uniquement dans l'espérance, je pense qu'ils prennent les mesures nécessaires pour rester vraiment très, très, très clair et très concret dans les mesures à prendre contre ces risques de développement d'un islamisme intégriste. Jean-Yves Le Drian, la France préside le Conseil de l'Union européenne. Emmanuel Macron rencontrera Ursula von der Leyen aujourd'hui, tout à l'heure. Quels seront les textes prioritaires? C'est d'abord un grand événement que la France préside l'Union européenne. C'est pas arrivé depuis 13 ans. C'est pas arrivé depuis 2008, pardon. Et c'est la 13e fois que nous le faisons. Et nous le faisons à un moment particulièrement grave de l'avenir de l'Union européenne. Parce que nous le faisons à un moment où nous sommes dans la crise pandémique. Nous le faisons, et il faut prendre les mesures nécessaires, il faut coordonner. Et l'Union européenne a été au rendez-vous de cette crise, y compris en termes de production de vaccins. Mais maintenant, il faut poursuivre et continuer à nous protéger. Nous le faisons à un moment où il faut engager et la transition écologique, et la transition numérique, et la réindustrialisation de l'Europe. Nous le faisons à un moment où l'Europe doit affirmer sa puissance. Nous le faisons à un moment où il y a des risques et des menaces partout dans le monde et où l'Europe doit affirmer sa souveraineté, son autonomie stratégique. Donc nous le faisons à un moment clé de l'histoire de l'Union européenne. Nous sommes placés devant une réalité très forte. Est-ce que l'Union européenne va gérer son propre destin elle-même? Est-ce qu'elle va prendre les moyens de le faire?
Est-ce qu'elle va affirmer qu'elle n'est pas uniquement un grand marché de 450 millions de personnes, mais que le fait qu'elle soit un grand marché lui donne de la puissance? C'est ça les sujets qui sont sur la table, au-delà de textes sur lesquels on va avancer. Oui. Je pense à la régulation numérique, je pense... Oui. Et montrer son unité. Elle a besoin de montrer son unité. Elle l'a montré. Elle l'a montré lors du Brexit. Elle l'a montré dans la crise biélorusse. Elle l'a montré dans la crise biélorusse, où finalement, elle a gagné. Oui. Rappelez-vous, Loukachenko, qui voulait, après avoir truqué des élections pendant l'été 2020, instrumentaliser les migrants pour essayer de déstabiliser l'Union européenne. L'Union européenne a été unie et elle a permis, grâce aussi à sa capacité d'action internationale à l'égard de certains pays, d'éviter cette instrumentalisation et de marquer des points à l'égard de Loukachenko. C'est dit, c'est pas fini. Parce que Loukachenko est un dictateur, qu'il envisage une réforme de la constitution de Biélorussie dans les semaines qui viennent pour renforcer son pouvoir autoritaire. Nous avons pris des mesures fortes, y compris des mesures de rétorsion et des mesures de sanctions à l'égard de la Biélorussie à 5 reprises. Nous tenons fermement sur cette position et je crois que l'Union européenne a fait preuve d'une véritable unité dans cette affaire et cette unité-là a permis de gagner. Bien, nous allons parler de l'Ukraine, évidemment, mais avant de parler de l'Ukraine, Russie, tout est lié. Je voudrais vous parler du gazoduc Nord Stream 2. Pourquoi? Parce que c'est lié. C'est un levier pour l'Europe face à la Russie. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la diplomatie américaine qui le dit. C'est un levier, Nord Stream 2, ce gazoduc, pour l'Europe face à la Russie. Si la Russie envahit l'Ukraine, faudra-t-il fermer Nord Stream 2? Les Allemands, parce que c'est une question allemande. C'est d'abord une question allemande. C'est d'abord une question allemande, mais c'est aussi une question européenne, parce que ce gaz russe vient chez nous aussi. À l'égard de cette position, la France a toujours marqué une grande réserve sur Nord Stream 2. Mais j'ai cru comprendre que si d'aventure il y avait une agression en Ukraine, cette question serait mise sur la table. Elle sera mise sur la table s'il y a agression russe sur l'Ukraine. Tout est aujourd'hui concentré sur le fait d'éviter qu'il y ait une agression russe sur l'Ukraine, mais on a dit très fort dès le départ aux Russes que s'il y avait une agression supplémentaire à l'égard de l'Ukraine, les conséquences stratégiques seraient graves à l'égard de la Russie. Elle serait d'ailleurs, à mon avis, unitaire au niveau européen. Cette alerte a été manifestée à plusieurs reprises, y compris par la France. Ça n'empêche pas qu'il faut parler avec les Russes. Oui, non, mais ça, il faut dire aux Russes que si d'aventure il y avait une atteinte supplémentaire à l'intégrité de l'Ukraine, les conséquences seraient très lourdes pour la Russie. C'est donc Nord Stream 2 un levier pour l'Europe. Mais il n'y a pas que ça. Non, il n'y a pas que ça, mais c'est un levier pour l'Europe. Ça peut faire partie. Bien, Jean-Yves Le Drian. Alors, justement, parlons de l'Ukraine. Croyez-vous à la possibilité d'une invasion de l'Ukraine par les troupes russes? Il y a eu un renforcement assez considérable des forces russes aux frontières de l'Ukraine et aux frontières de cette région du Donbass, qui s'est accéléré au cours des derniers mois de l'année 2021. Nous nous sommes très préoccupés de cet accroissement. Et puis à un moment donné, je crois que c'était le 21 décembre, le président Poutine a dit « mais tout ça, c'était des manœuvres, nous avons le droit de nous entraîner et nous allons commencer à retirer une partie des forces. » Nous ne l'avons pas constaté. Mais il y a eu Elles sont toujours là. Mais parallèlement à cela, le président Poutine a dit « je propose de discuter ». C'était une nouveauté. Je propose de discuter, mais sur quoi? Je propose de discuter sur un accord entre la Russie et les États-Unis concernant le contrôle des armes. Et je propose de discuter avec l'OTAN pour faire en sorte, en quelque sorte, de revenir aux zones d'influence d'avant, c'est-à-dire aux zones d'influence en bloc, faire en sorte que, finalement, la Russie retrouve l'esprit de Yalta. Ce n'est pas notre point de vue. Ce n'est pas notre point de vue. Et de l'URSS. Mais, à partir du moment où le président Poutine dit « je veux discuter », il faut accepter la discussion. Même si, dans notre esprit, la discussion elle ne porte pas d'abord obligatoirement sur les normes que propose le président Poutine, mais que la discussion permette de parler aussi d'autres choses. Parce que, dans le passé, il y a eu, c'est vrai, cet affrontement de blocs avant la disparition de l'URSS, mais il y a eu aussi des accords qui avaient été signés par la même URSS, qui s'appelaient les accords Helsinki ou la Charte de Paris, dans lesquels il était dit, c'est signé par l'URSS et repris par la Russie, chaque pays de l'Union européenne, de l'Europe, pour préserver
la stabilité et la sécurité en Europe a le droit de l'autonomie, la souveraineté, l'inviolabilité des frontières, la transparence. Bref, le choix de ces alliances, le choix de ces partenariats, tout ça, c'est dans la charte de Paris et dans les accords d'Helsinki signés par la Russie. Alors, discutons et mettons tout sur la table. Oui, participons à ces rencontres et essayons de faire en sorte que le fil du dialogue puisse se maintenir, parce qu'il faut parler avec la Russie. La Russie, c'est notre voisin, et il faut être en même temps intransigeant sur les fondamentaux. Ça, j'ai compris. Sauf que Vladimir Poutine veut une nouvelle architecture de la sécurité en Europe. C'est ce qu'il veut. Et ce n'est pas avec l'Europe qu'il discute. C'est avec Washington. D'ailleurs, 9-10 janvier, il y a des discussions à Genève entre Américains et Russes. C'est-à-dire que, est-ce que Poutine n'est pas en train de passer par-dessus l'Union européenne? C'est ce qu'il souhaiterait, parce qu'il a c'est ce qu'il fait. Très peu de c'est ce qu'il fait. Oui, attendez. C'est ce qu'il souhaiterait, parce qu'il a peu de considération sur l'Union européenne et qu'il est tout à fait déterminé à essayer de mettre des coins dans l'unité européenne qui est maintenue et qui est, je crois, solidifiée. On ne peut pas envisager la sécurité et la stabilité en Europe sans les Européens. C'est ce que nous avons dit, c'est ce que nous allons dire tout à l'heure, parce que se tient cet après-midi une réunion des États membres de l'OTAN avant la discussion qui va avoir lieu avec les Russes et avant la rencontre Russie-OTAN. Les Européens sont pour la plus grande partie membres de l'OTAN, et nous disons cela à l'OTAN, que la sécurité des Européens ne peut pas se faire sans eux. Nous le disons aussi aux Américains. Et nous avons avec les Américains une relation extrêmement étroite pour nous informer mutuellement de l'état de la situation. Par ailleurs, puisque vous rappelez les dates, la semaine prochaine, il y a plusieurs événements au-delà de la discussion de Genève entre les États-Unis et la Russie. Il y aura aussi une réunion de l'OTAN avec la Russie, je l'ai dit tout à l'heure, et il y aura aussi une réunion de l'OSCE, de l'Organisation de la sécurité et de la coopération en Europe, c'est-à-dire les résultats, l'institution qui a été créée après les accords d'Helsinki, où il y a les Européens qui vont dire ce qu'ils pensent sur leur propre sécurité. Bien. Parallèlement à cela, puisque vous parlez de l'Union européenne, la semaine prochaine vont se réunir à Brest les ministres des Affaires étrangères et les ministres de la Défense de l'Union européenne pour aborder ensemble l'ensemble de ces sujets, en présence aussi du secrétaire général de l'OTAN et du haut représentant de l'Union européenne, M. Borrell. Donc, les Européens sont à la manœuvre. Ils sont à la manœuvre. Et ils ne vont pas se laisser distancier ou marginaliser par les choix de le rétablissement d'un certain condominium entre M. Poutine et les États-Unis. Ce n'est pas M. Poutine qui dicte la manière de fonctionner des Européens. Bien, mais Jean-Yves Le Drian, vous disiez en tout début d'interview, oui, je suis inquiet. Vous êtes inquiet. Comme moi, comme beaucoup. Vous êtes inquiet par l'état du monde. Alors regardons et parlons-en. La Chine, qui se referme et qui renforce son arsenal nucléaire. La Russie, qui développe des missiles, qui est de plus en plus intervient un peu partout. Les États-Unis, qui sont sur le qui-vive. Vous aussi, nous sommes sur le qui-vive aujourd'hui. Les États-Unis qui se retirent du Moyen-Orient, peut-être pour mieux se préparer à quoi? À une guerre éventuelle avec la Chine? C'est vrai qu'il y a des tensions partout. Oui. Il y a des tensions en bordure d'Ukraine. Il y a des tensions dans le détroit de Taïwan. Oui. Il y a des tensions au Moyen-Orient. Oui. Nous sommes dans un moment brutal, dans un affrontement de puissance, dans des rivalités exacerbées, dans des conflictualités permanentes. C'est vrai que le monde est devenu extrêmement instable. Et moi, j'en tire plusieurs conséquences. La première, c'est que dans cet ensemble-là aussi dangereux, il faut que l'Europe s'affirme davantage et qu'elle affirme aussi qu'elle peut elle-même produire sa propre sécurité. Ça fait plusieurs années que je suis dans mes fonctions de ministre de la Défense au ministre des Affaires étrangères. Ce qui me frappe quand même, c'est concernant la sécurité, il y a eu une progression considérable de la prise de conscience des Européens de la nécessité d'avoir une sécurité partagée entre les Européens et d'une défense européenne. C'est tout à fait nouveau, ça s'accélère et ça va être un des sujets de notre rencontre de la semaine prochaine entre les différents ministres pour aboutir à ce que l'Europe puisse désigner elle-même les menaces qui sont sur elle, qui sont peut-être propres, qui ne sont peut-être pas partagées par nos alliés américains, pour définir aussi ses capacités d'agir seul, le cas échéant, et pour définir aussi la force de sa diplomatie dans les échanges indispensables pour éviter les crises. S'il y a conflit mondial,
Si, je ne suis pas encore dans cette hypothèse. Non, mais s'il y a conflit mondial, les Américains restent-ils notre partenaire Oui, majeur? c'est notre allié. Bien sûr, Partenaire majeur. C'est notre partenaire majeur, c'est notre allié. Nous sommes dans l'Alliance Atlantique avec eux. Mais depuis quelques années, les préoccupations stratégiques majeures des États-Unis ont changé. Oui. Ça a commencé même avant Trump, ça a commencé sous Obama, le retour et le pivot vers l'Asie. Il y a une priorisation sur la conflictualité potentielle avec la Chine, oui. Et un retrait d'autres secteurs. Le retrait d'Afghanistan en a fait partie, ce qui impose à l'Europe encore plus d'affirmer sa souveraineté. Bien, alors, autre question et autre inquiétude, c'est l'Iran. Effectivement, les Iraniens enrichissent leur uranium. Ils en sont à 70%, je crois, 60 ou 60% aujourd'hui. Oui. Les accords disaient 3,6%, oui. Les accords de Vienne. On en est à 60%. 90% fait la bombe nucléaire. Est-ce que les Israéliens se préparent à intervenir et à frapper les installations iraniennes? Je vais faire 2 observations, ou 3 même, sur cette question grave. Oui. La première, pour revenir sur ce que vous avez dit. Oui. Dans les discussions que nous avons avec les Iraniens, pour la suite des accords de Vienne et la volonté de revenir dans cet accord qu'on appelle le JCPOA, les Européens jouent totalement et solidairement leur partition. Nous sommes avec les Allemands et avec les Britanniques dans cette discussion à 6. Non, mais c'est pour vous dire que les Européens sont à leur place. Je suis d'accord. Et c'est coordonné par le haut représentant, M. Borrell. Très bien, mais est-ce que vous, les Européens, est-ce que vous intervenez auprès d'Israéliens en leur disant n'intervenez pas? Deuxièmement, moi je reste encore convaincu qu'on peut arriver à un accord. Et donc lorsqu'on essaye d'arriver à un accord, il y a eu quelques progrès qui ont été faits les jours derniers. C'est à noter, même si les négociations ont été interrompues pendant plusieurs mois à la suite du changement de gouvernement iranien, on est parti sur un chemin plutôt positif les jours derniers, mais le temps presse. C'est ça le sujet. Parce que si on n'arrive pas à avoir un accord permettant la non-prolifération nucléaire et donc l'inaccession de l'Iran à l'arme nucléaire, si on n'arrive pas à un accord rapidement, alors il n'y aura plus rien à négocier. Puisqu'on négocie l'accès à l'arme nucléaire. Et ce sera la porte ouverte. À une éventuelle intervention israélienne. À ce moment-là, on a une situation beaucoup plus grave. Mais j'espère qu'on va pas y arriver. Bien. Ce n'est l'intérêt ni des Iraniens ni de l'ensemble des pays de la région. Parce que j'ai remarqué que par ailleurs, les Émiriens, d'autres pays commençaient à essayer de tisser des liens avec les Iraniens pour éviter qu'il y ait une dérive trop grave. Donc je reste encore un peu optimiste sur le sujet, avec beaucoup de volonté d'aboutir. Bien. Est-il vrai que l'ambassadeur d'Algérie revient? Oui, c'est une bonne nouvelle. Il revient. Je crois que c'est aujourd'hui. Et pourquoi? Quelles sont les raisons que dit l'Algérie? Je me suis rendu à Alger, comme vous le savez, au mois de décembre. Nous avons eu avec les Algériens, au cours des derniers mois, quelques malentendus. C'est déjà arrivé. Il y a toujours eu des difficultés à un moment donné ou à un autre, mais on a toujours pu les résoudre. Et je me suis rendu à Alger, j'ai été reçu longuement par le président Tebboune, et nous sommes dans une volonté de relance du partenariat avec l'Algérie. Nous avons une histoire commune faite de complexité, de souffrance. Il faut dépasser cela et reprendre ensemble le chemin des discussions. Nous avons des discussions sur les questions migratoires, nous avons des discussions sur les questions économiques, nous avons des discussions sur l'environnement de l'ensemble de la région, sur les enjeux méditerranéens. Donc tout ça est très, très positif. Moi, je me réjouis que l'ambassadeur d'Algérie revienne à Paris. Ça va permettre de continuer ce travail en commun que nous avons interrompu à un moment donné, mais qui est en train de reprendre. Bien, Jean-Yves Le Drian, dernière question, elle sera sur la présidentielle. Emmanuel Macron se présentera, enfin c'est pas officiel, mais maintenant ça fait plus beaucoup de doutes. Quel sera votre rôle dans la campagne? D'abord, j'espère qu'il va se représenter. Oui, capter l'électorat de gauche. Vous êtes toujours un homme de gauche? Complètement. Toujours? Absolument. J'ai passé 44 ans à militer au sein du Parti Socialiste. Je suis extrêmement triste de voir cette gauche en miettes. Ouais. Je ne dis pas la gauche en miettes. Je dis les partis résiduels... Christiane Taubira, vous n'y croyez pas? Je constate que plus il y a de candidats qui veulent rassembler, moins il y a de rassemblement. Donc je trouve que c'est une dérive qui est dramatique et mortifère. Mais l'électorat de gauche et beaucoup de militants de gauche se retrouvent chez Emmanuel Macron.
La manière dont le président de la République règle la crise sanitaire, avec le maintien du chômage partiel, avec le plan de relance... En emmerdant les Français Non, pas les Français, les non-vaccinés, pardon. Mais je parle de la manière de gérer une crise majeure. Bon. Je considère que la manière qui est mise en œuvre par le président Macron pour gérer cette crise pandémique majeure, c'est une manière de gauche. Parce que finalement, c'est une espèce de New Deal qui est en train d'être mise en place avec la nécessaire réindustrialisation, avec les plans de relance, avec l'agenda 2030 de la France de demain, avec la nécessité d'avoir des fonds de solidarité pour permettre à chacun de rester, à personne d'être au bord de la route dans cette situation difficile. Non, la social-démocratie, elle n'est pas morte. Il y a une bonne partie qui se retrouve... C'est Emmanuel Macron, la social-démocratie. C'est un social-démocrate. C'est pas que la social-démocratie, mais la social-démocratie s'y retrouve. Et je veux dire, il n'y a pas une fatalité, je dis, pour les membres des partis de gauche qui restent identifiés. Regardez, même aussi pour l'électorat de gauche, regardez ce qui se passe en Allemagne, regardez ce qui se passe en Italie, regardez ce qui se passe en Espagne, regardez ce qui se passe au Portugal. C'est la social-démocratie qui est au pouvoir. Et cette social-démocratie, elle est suffisamment capable d'affirmer ses positions et en même temps de passer des compromis. Ce que les partis résiduels de gauche français n'ont jamais su faire. Merci Jean-Yves Le Drian d'être venu nous voir ce matin. Il est 8h53, vous êtes sur RMC et BFM TV.